Ma mère m'a mis à la porte à 18 ans, en disant « Il est temps de commencer ta propre vie ». Elle a passé 12 ans à me dire que mon père avait disparu à l'étranger. Puis j'ai appris la vérité. Et une fois que nous sommes finalement entrés ensemble au tribunal, chaque mensonge qu'elle avait construit s'est effondré juste devant elle. Salut, Internet. Ma famille m'a toujours traité comme la roue de secours dont ils n'ont jamais voulu, tandis que ma petite demi-sœur a eu le trône. Je me suis dit que j'allais simplement faire profil bas jusqu'à mes 18 ans pour pouvoir partir selon mes propres termes. Avant d'entrer dans la folie qui a suivi, laissez-moi vous ramener là où tout a vraiment commencé. Je m'appelle Léo Martin. J'ai 18 ans et j'ai grandi dans une maison où j'étais essentiellement la pièce en trop que personne n'avait commandé. Ma mère, Marie, s'est remariée quand j'avais 6 ans, a eu ma demi-sœur un an plus tard, et à partir de ce moment-là, tout a tourné autour d'elle. Mon beau-père, Thomas, agissait comme si j'étais un invité temporaire dont il avait hâte de se débarrasser. Ce n'était ni violent ni dramatique, juste des années à être ignorées, blâmées ou traitées comme si je gâchais leur petite famille parfaite. J'ai appris très tôt à rester à l'écart et à gérer mes propres affaires. Bref, le matin où toute cette histoire commence, c'était mon 18e anniversaire, que j'imaginais au moins neutre. Je ne m'attendais pas à des ballons ou à un gâteau, juste peut-être une journée normale. Au lieu de ça, je me suis réveillé en gelant. Pas un froid ordinaire, mais le genre de froid où l'on peut voir son propre souffle. Ma chambre avait toujours eu le chauffage le plus faible, mais là, c'était différent. J'ai vérifié la bouche d'aération, fermée complètement, encore une fois. J'ai entendu du bruit en bas, des rires, des assiettes qui s'entrechoquent, quelque chose qui grésille. Pendant une seconde, j'ai pensé que peut-être, juste peut-être, il s'était souvenu de mon anniversaire. Puis j'ai senti une odeur de crêpes, de crème fouettée et de pépites de chocolat. Ouais, ce n'était pas pour moi. J'ai ouvert ma porte et de l'air chaud a immédiatement frappé mon visage, comme si le reste de la maison fonctionnait à des températures tropicales sans problème. Ma chambre était la seule laissée dans la toundra. Quand je suis entré dans la cuisine, la première chose que j'ai vue, ce sont des ballons, roses et violets. Une pancarte à paillettes sur la table disait « Joyeux demi-anniversaire, Léa ». Son vrai demi-anniversaire avait eu lieu une semaine plus tôt, mais maman a décidé que c'était plus amusant de le fêter le jour de mon anniversaire. Ma demi-sœur était assise là avec une pile de crêpes plus haute que mon amour-propre, déballant des cadeaux comme si c'était le matin de Noël. Elle a levé les yeux vers moi et m'a fait un signe de la main, toute innocente. Maman s'est retournée, m'a vu, et a immédiatement arboré ce sourire agacé et pincé qu'elle me réserve. « Léo, vraiment ? Tu fais du bruit en marchant pendant la matinée spéciale de Léa ?» Je n'avais même pas encore ouvert la bouche. J'ai juste tiré une chaise et me suis assis en silence. Je n'étais pas jaloux, j'observais seulement, comme je l'avais toujours fait. Ce n'était pas nouveau. Léa pouvait éternuer, et ils auraient qualifié ça d'étape importante. Thomas se tenait près de la cuisinière, retournant une autre crêpe. Il m'a vu et a soupiré assez fort pour que cela compte comme une insulte. « Mec, tu peux pas t'arrêter. Léa a besoin d'un environnement positif aujourd'hui. » J'ai regardé Léa, qui fredonnait pour elle-même sans aucune conscience de la moindre énergie négative. Mais peu importe, je n'étais pas là pour gâcher quoi que ce soit. Je voulais juste prendre un toast et planifier ma journée en paix. Avant même que je puisse me relever, Marie a dit, « En fait, Léo, nous devons parler. » Salon, maintenant. Ils ont utilisé ce ton que les parents prennent quand ils prétendent être sérieux et matures, mais on peut sentir la fausseté partout. Thomas l'a suivi, s'essuyant la pâte à crêpes sur les mains comme s'il était sur le point de licencier un employé. Je suis entré dans le salon et j'ai vu 2 sacs poubelles près de la porte d'entrée. Génial. Marie a croisé les bras. Puisque tu as 18 ans maintenant, il est temps que tu grandisses et que tu commences ta propre vie. Thomas a hoché la tête comme s'il était le président-directeur général de mon avenir. Ouais, mec. Tu nous pompes nos ressources depuis assez longtemps. Léa a besoin de stabilité, et honnêtement, nous ne pouvons pas continuer à te soutenir. J'ai regardé les sacs poubelles. Alors, vous avez fait mes bagages. Efficace. Thomas a froncé les sourcils. C'est exactement à cause de cette attitude que ça arrive. Marie a ajouté, nous devons donner la priorité à l'avenir de Léa. Elle mérite un foyer paisible. J'ai haussé un sourcil. Parce que je me suis réveillé ce matin. Sa mâchoire s'est crispée. Tu sais ce que je veux dire. Quoi qu'il en soit, tu pars aujourd'hui.
Je n'étais pas surpris. Ils y faisaient allusion depuis des mois. Chaque fois que je demandais quelque chose de basique, comme de l'argent pour des fournitures scolaires ou la permission de rester après les cours pour un club, cela devenait une dispute sur le fait que je devais être grand. La seule chose choquante était à quel point ce n'était absolument pas choquant. Je me suis adossé au canapé et j'ai dit, d'accord, mais vous auriez au moins pu attendre après les crêpes. Les yeux de Thomas se sont plissés. Ne fais pas le malin. J'ai montré les sacs. Déjà fait ça aussi. Apparemment, cela a mis Marie en colère, mais je m'en fichais. Je ne suppliais pas, ne pleurais pas, ni ne faisais la scène dramatique qu'ils attendaient probablement. J'ai attrapé les sacs poubelles, ouvert la porte moi-même et suis sorti. Léa se tenait dans l'escalier, me regardant avec un petit froncement de sourcils confus. Elle voulait dire quelque chose mais ne l'a pas fait. La porte a claqué et s'est verrouillée derrière moi. Juste comme ça. J'ai passé les heures suivantes à me promener, transportant ces sacs poubelles comme un personnage de film cliché. Mais je ne partais pas en vrille ou quoi que ce soit. J'avais juste besoin d'un plan. De la nourriture, un endroit pour dormir, survivre aux prochaines 24 heures. Une liste assez simple. Le foyer du centre-ville semblait l'option la plus logique. Alors, j'y suis allé à pied. La femme derrière le comptoir, Isabelle, m'a tendu des papiers. Je les ai remplis rapidement, nom, âge, information médicale, contact d'urgence. La partie étrange était la ligne pour le statut du père. J'ai écrit ce qu'on m'avait toujours dit, décédé, tué au combat au Mali. Isabelle y a jeté un coup d'œil, a fait une pause, puis m'a regardé différemment. Léo, votre père est mort en service? Ouais, quand j'avais 6 ans. C'est ce que ma mère a dit. Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle a froncé les sourcils, puis a dit, nous travaillons beaucoup en partenariat avec l'Office national des anciens combattants. Ça vous dérange si je vérifie quelque chose? Parfois, les dossiers sont bizarres. J'ai hoché la tête. Elle s'est levée et s'est dirigée vers le bureau du fond avec son téléphone, épelant le nom et le numéro de matricule de Damien à voix haute comme si elle l'avait fait 100 fois. Elle n'arrêtait pas de s'éloigner, de baisser la voix, d'appeler différents postes. Après peut-être 10 minutes, elle est revenue le visage pâle comme si elle avait vu quelque chose d'impossible. Léo, votre père n'est pas mort. Je l'ai regardé fixement, non pas choqué, juste confus par la logistique. Elle a continué, il est vivant. Il est à l'hôpital d'instruction des armées Percy. Il est là-bas depuis 12 ans. J'ai traité l'information tranquillement, comme si je résolvais une équation simple. D'accord, ai-je finalement dit. Alors, on y va. Isabelle a hoché la tête. Oui, tout de suite. Et juste comme ça, toute ma vie a changé de direction. Mais je n'ai pas paniqué. J'ai juste attrapé mes sacs et les suivis dehors. La voiture d'Isabelle sentait le vieux café et ses petits désodorisants en forme d'arbre, mais elle était chaude et silencieuse, ce qui était tout ce dont j'avais besoin. J'étais assis sur le siège passager, tenant les 2 sacs poubelles qui représentaient apparemment toute ma vie, et je repassais les choses dans ma tête, alignant tout, ce que je savais, ce qui venait de changer, et ce qui nécessitait des réponses. Si mon père était vivant, cela signifiait que ma mère avait menti sur quelque chose d'énorme. Pas un petit mensonge. C'était un engagement de 12 ans pour une histoire complète, funérailles, thérapie, documents, tout le tralala. Et pourquoi faire? Qu'est-ce qu'elle gagnait à prétendre qu'il était mort? Je n'arrêtais pas de rejouer la différence entre la façon dont elle me traitait et la façon dont elle traitait Léa. Léa avait de nouveaux vêtements desquels se lassaient des anciens. Elle avait des repas spéciaux parce qu'elle était difficile, tandis qu'on me disait de manger ce qu'il y avait. Elle avait des cours de piano, de gymnastique et de soutien scolaire, même si elle abandonnait la moitié des choses auxquelles maman l'inscrivait. Je ne pouvais même pas rester après l'école pour un club parce que Thomas disait, nous n'avons pas le temps de te conduire partout. Pendant ce temps, Léa se faisait déposer et récupérer 4 fois par jour parfois. Ce n'était pas de la jalousie. C'était des mathématiques. Ma mère et Thomas avaient construit leur vie autour de Léa. Je n'avais jamais eu ma place dans ce tableau. Isabelle m'a jeté un coup d'œil une fois comme si elle voulait me demander si j'allais bien, mais je suppose qu'elle a vu que je ne m'effondrais pas et a gardé sa concentration sur la route. Elle s'est garée sur le parking de l'hôpital quelques minutes plus tard. Le bâtiment était grand, blanc et propre. Un de ces endroits qui ressemblaient plus à un parc de bureaux qu'à un hôpital à l'intérieur.
Tout sentait le désinfectant et la cire à parquet. Une infirmière à la réception a reconnu Isabelle et lui a fait signe de passer. Elles nous ont conduits dans un couloir avec des néons qui bourdonnaient au-dessus de nous. Puis Isabelle s'est arrêtée à une porte et a dit doucement, « Il est à l'intérieur. » J'ai hoché la tête et l'ai poussé. Damien Martin se tenait près de la fenêtre, portant des vêtements fournis par l'hôpital, mais il n'avait l'air ni faible ni confus. Il avait l'air alerte, solide. Sa posture était droite, et ses yeux se sont tournés brusquement vers moi à la seconde où je suis entré. Les cheveux noirs un peu en désordre, une barbe de 3 jours, plus âgé que ce dont je me souvenais sur les photos, évidemment, mais c'était toujours lui. Il m'a regardé attentivement pendant une seconde, comme s'il vérifiait chaque détail. « Léo » a-t-il dit, comme s'il connaissait déjà la réponse et avait juste besoin de l'entendre. « Ouais » ai-je dit. « C'est moi. » Et il s'est approché en 3 longues enjambées et s'est arrêté juste assez près pour que je puisse sentir le savon d'hôpital générique sur sa peau. Sa main s'est levée, s'est posée sur mon épaule, ferme. Sans trembler. « Tu es plus grand » a-t-il dit doucement. « La dernière fois que je t'ai vu, tu avais 6 ans et tu as essayé de tremper un nuget de poulet dans ton lait. » J'ai reniflé. « Ça me ressemble bien. » J'ai demandé de tes nouvelles, a-t-il dit, les yeux de nouveau rivés sur les miens. Chaque mois, chaque visite, chaque formulaire, ils m'ont dit que tu ne voulais rien avoir à faire avec moi, que tu te portais mieux sans me voir. J'ai secoué la tête. Maman m'a dit que tu étais mort au Mali quand j'avais 6 ans. Il a cligné des yeux une fois, très lentement, comme s'il traitait sa rage mais la gardait sous contrôle. Elle t'a dit que j'étais mort? Ouais. Il y a eu toute une cérémonie commémorative, des fleurs, des gens qui parlaient de toi comme d'un héros. La mâchoire de Damien s'est crispée. Il n'y a pas eu de funérailles. J'étais ici. Ils avaient un accès complet à moi. Les funérailles dont je me souvenais ont soudainement eu plus de sens. Pas de drapeau sur un cercueil. Pas de garde d'honneur. Juste une salle louée et un diaporama sur un projecteur bon marché. Pendant que Marie disait à tout le monde qu'il était parti, j'ai haussé les épaules. Je suppose qu'il ne voulait pas que je vienne te voir. Il a reculé et s'est passé une main sur le visage, non pas frustré par moi, mais par la situation. 12 ans. Ils ont construit un mensonge entier entre nous. On dirait bien, ai-je dit. Isabelle s'est raclé la gorge doucement, lui faisant savoir qu'elle était toujours dans la pièce. Damien lui a fait un signe de tête comme s'il appréciait qu'elle m'ait amené. Il s'est retourné vers moi. Tu vis avec eux? Non, ils m'ont mis à la porte aujourd'hui, le jour de mon anniversaire. Je l'ai dit sans détour. Juste un fait. C'est à ce moment-là que j'ai vu quelque chose traverser son expression. Une colère vive et protectrice. Ils ont fait quoi? Ils ont fait 2 sacs et m'ont dit que je les épuisais financièrement. Léa a besoin de toute l'attention, apparemment. Les yeux de Damien se sont plissés. Il l'a favorisée par rapport à toi. Toujours. Et mes allocations, a-t-il demandé doucement. As-tu déjà vu une partie de l'argent que l'Office des anciens combattants a envoyé? J'ai secoué la tête. Maman disait que nous étions tout le temps fauchés. Damien a fermé les yeux une demi-seconde, puis s'est redressé. Sa voix avait maintenant une certaine âpreté. Ils t'ont volé. Ils m'ont volé. On va s'occuper de ça. Un médecin est entré dans la pièce à ce moment-là, feuilletant un dossier. Monsieur Martin, puisque votre fils est ici, nous pouvons discuter des options de sortie. Il devra fournir un logement stable et être désigné comme votre principal soutien. Je n'ai pas hésité. Il vient avec moi. Isabelle est intervenue alors, comme si elle attendait cette ouverture. Il peut rester au motel de transition avec lequel nous sommes partenaires, a-t-elle dit. Je peux vous inscrire tous les 2 pour un placement d'urgence. Ça ne coûtera rien pour l'instant. Le médecin a eu l'air surpris une seconde mais a hoché la tête. D'accord, nous allons commencer les formalités. Damien n'a pas vraiment souri, mais quelque chose dans son expression s'est apaisé, comme s'il était enfin prêt à sortir d'ici et à tout affronter de front. Et juste comme ça, nous avons commencé l'étape suivante. Les formalités de sortie de Damien avaient officiellement commencé, mais il n'était pas du genre à rester les bras croisés à laisser les choses se tasser d'elles-mêmes. Dès qu'Isabelle a confirmé que la chambre du motel de transition était approuvée, il a dit, avant d'y aller, on s'arrête à la maison. Il ne m'a pas demandé si j'étais d'accord.
Il m'a juste regardé, attendant un oui ou un non. J'ai simplement répondu, ouais, autant en finir. Nous y sommes allés en bus. Damien a refusé un fauteuil roulant ou toute autre aide. Même si l'infirmière le lui avait suggéré, il marchait lentement mais sûrement, les mains dans les poches, les yeux fixés droit devant lui. Même après 12 ans dans un hôpital, il se comportait toujours comme quelqu'un qui s'attendait à être écouté. Quand nous sommes arrivés dans la rue, la maison avait exactement la même apparence que ce matin-là, des buissons taillés, le vélo pastel de Léa appuyé contre le garage, une décoration de soleil en dessin animé collée sur la porte d'entrée. On n'aurait jamais deviné que les gens à l'intérieur étaient capables des mensonges qu'ils avaient entretenus pendant plus d'une décennie. Damien n'a pas hésité. Il a remonté l'allée, gravi les marches du porche et a frappé une fois, fort. La porte s'est entr'ouverte, et Léa a d'abord jeté un coup d'œil. Elle a cligné des yeux plusieurs fois en me voyant, puis a regardé Damien avec un étrange mélange de curiosité et de reconnaissance. « Tu ressembles à l'homme sur les photos de maman », a-t-elle dit. Avant que Damien puisse répondre, une main est sortie et l'a tiré en arrière. Marie est apparue, les yeux écarquillés, agrippant Léa par l'épaule comme si elle la protégeait d'un loup. « Oh mon Dieu !» a-t-elle soufflé. « Damien, tu ne devrais pas être ici. Tu dois te reposer. » Damien a haussé un sourcil. « Me reposer. Tu as dit à mon fils que j'étais mort. » Le visage de Marie a tressailli. « Mon chéri, tu dois être confus. Tu n'allais pas bien. Le médecin a dit que tu étais instable et... » Arrête, a coupé Damien, la voix plate. Je ne suis pas confus et je ne suis pas instable. Tu as menti. Pendant 12 ans. Thomas est soudainement apparu derrière elle, s'avançant avec le genre de posture que les hommes utilisent quand ils pensent que ça les rend plus durs. Et, a-t-il aboyé. Tu ne peux pas débarquer ici comme ça. C'est notre maison. Damien s'est avancé aussi. Juste un seul pas, mais assez pour que Thomas recule instinctivement. Damien n'était pas grand, mais il avait une présence. Toute l'attitude de mâle alpha chef de famille de Thomas s'est effondrée instantanément. C'était ma maison, a dit Damien, les yeux sur lui. Tu es installé et tu as construit une fantaisie sur ma tombe. Marie a pressé une main sur sa poitrine comme si elle était la blessée. Nous n'avions pas le choix. Tu étais parti. Les médecins disaient que tu étais trop loin. Les médecins m'ont dit que tu refusais les visites, a répliqué Damien sèchement. Ils m'ont dit que tu avais dit que Léo ne voulait pas me voir. Ils m'ont dit que tu ne voulais pas mon nom sur les papiers. Et je les ai crus parce que je pensais que tu étais en deuil. Mais tu n'étais pas en deuil. Tu encaissais des chèques. J'ai sorti mon téléphone et l'ai laissé pendre le long de mon corps, la caméra pointée vers eux. Pas de tremblement, pas de panique, juste de la documentation. Marie l'a remarqué et a lancé, « Léo, qu'est-ce que tu fais ?» Éteins ça. Je l'ai ignoré. Damien a continué, les yeux fixés sur elle. Tu as pris l'argent qui nous était destiné. Tu as organisé une cérémonie commémorative pour faire tenir le mensonge. Tu as coupé mon fils de la vie de son propre père, et tu as fait tout ça en dépensant des milliers d'euros pour les leçons et les jouets de ta petite princesse. Marie a eu un hoquet d'indignation, comme si la partie sur Léa était ce qui la contrariait vraiment. Ne mêle pas Léa à ça. Je la protégeais du chaos. Damien a ricané. Le chaos? Le seul chaos ici, c'est le désordre que tu as créé. Thomas a réessayé, se gonflant. Écoute, mec. Tu dois partir avant que j'appelle la police. Appelle-la, a dit Damien calmement. J'adorerais leur expliquer comment vous avez volé 12 ans d'allocation pour anciens combattants. Ça va beaucoup les intéresser. La bouche de Thomas s'est ouverte, s'est refermée, puis s'est crispée. Ses yeux se sont tournés vers le téléphone dans ma main. Marie a changé de tactique instantanément. Un coup classique. Sa voix est devenue douce, tremblante, fausse. Damien, s'il te plaît, tu dois comprendre. J'étais seul. J'avais un bébé. Tu étais parti. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Tu ne savais pas quoi faire, a répété Damien. Tu aurais pu dire la vérité. Elle a secoué la tête rapidement. Tu ne sais pas ce que c'était que d'élever 2 enfants seuls. Je suis intervenu, la voix égale. Tu n'en as pas élevé 2. Tu en as élevé 1. J'étais juste en arrière-plan. Marie m'a foudroyé du regard comme si je l'avais poignardé.
Comment oses-tu me parler comme ça après tout ce que j'ai fait pour toi? Damien s'est légèrement tourné vers moi. Ne te fatigue pas, Léo. Elle n'entend que ce qui l'arrange. Il les a regardés de nouveau. Cette conversation est terminée. Nous avons ce que nous sommes venus chercher. J'ai arrêté d'enregistrer et j'ai glissé mon téléphone dans ma poche. Damien n'avait pas besoin de dire autre chose. Il est juste descendu du Porsche et je l'ai suivi. Pas de cris, pas de sorties dramatiques, juste les laisser planter là avec leurs expressions faussement choquées. Nous avons marché dans la rue en silence jusqu'à ce que nous soyons hors de vue de la maison. Puis Damien a finalement parlé. Tu as bien géré ça. J'ai haussé les épaules. J'ai l'habitude de. Plus maintenant, a-t-il dit. Nous avons atteint l'arrêt de bus et nous nous sommes assis. Il faisait froid, mais ce n'était pas insupportable. Après quelques minutes, il a demandé, tu as enregistré tout ça? Ouais, j'ai tout eu. Bien. On va en avoir besoin. Nous sommes arrivés au motel une demi-heure plus tard. La chambre était petite, 2 lits, une petite table, et une salle de bain qui n'avait probablement pas été rénovée depuis le début des années 2000, mais c'était privé et calme. Il a sorti son propre dossier d'hôpital. Ensemble, nous avons commencé à tout étaler, chronologie, reçu, capture d'écran bancaire, papier de sortie, courriel que j'avais sauvegardé, même l'audio de la confrontation. Le matin après la confrontation, j'ai emprunté l'ordinateur du hall du motel pour chercher la famille élargie. Je ne m'attendais pas à grand-chose, mais c'était logique de préciser la chronologie. Damien était assis à côté de moi, feuilletant ses papiers de sortie comme s'il examinait des renseignements. J'ai commencé à appeler les parents un par un. La plupart des numéros étaient anciens ou déconnectés. Les quelques-uns qui ont répondu ont réagi de la même manière, sur la défensive, agacés ou excessivement compatissants envers Marie. Une tante a immédiatement dit « Marie nous a dit que tu faisais encore des tiennes. Je ne veux pas être au milieu de tes drames. » Drame. Encore ce mot. Un autre oncle a dit « Ta mère en a beaucoup bavé. Tu devrais peut-être lui lâcher la grappe. » Lui lâcher la grappe pour avoir menti sur des funérailles? Damien, qui écoutait, a marmonné, elle les a bien manipulés. Le seul parent qui semblait un tant soit peu neutre était un cousin qui a dit « J'ai trouvé bizarre qu'elle déménage dans un autre département juste après la cérémonie, mais elle a dit que c'était pour l'école de Léa. » Bien sûr qu'elle l'a fait. Je n'ai discuté avec personne. Je ne les ai pas corrigés, je n'ai pas crié, ni expliqué. J'ai juste dit « D'accord, merci », et j'ai raccroché à chaque fois. Chaque réaction me montrait exactement à quel point la manipulation de Marie était profonde. Elle avait passé des années à construire son histoire. Plus tard dans la journée, Damien a vérifié son compte de messagerie. Puis il l'a vu, un long message de Marie, pratiquement une dissertation. Elle a essayé de réécrire le passé ligne par ligne. Elle a dit qu'elle avait porté le poids d'une famille brisée, que j'avais été difficile depuis l'enfance, et elle a tellement menti qu'elle s'est accidentellement contredite 3 fois. Elle a terminé le message par « Vous m'avez forcé à prendre des décisions impossibles. » J'ai sauvegardé le courriel en format PDF et l'ai ajouté au dossier de preuve. C'est la seule réaction qu'il a suscitée. Après le déjeuner, nous avons pris le bus pour l'aide juridique. Le bureau avait l'air vieux et usé, mais Maître Dubois, notre avocate attitrée, semblait assez affûtée pour trancher l'acier. Elle avait les cheveux noirs tirés en arrière, une tablette pleine de notes, et une façon de vous regarder comme si elle cherchait des incohérences. J'ai expliqué la situation simplement. Damien a ajouté les détails qu'elle ne connaissait pas, en particulier les aspects financiers que Marie ne s'attendait jamais à ce qu'ils se souviennent. Maître Dubois a écouté sans interrompre, puis a hoché la tête une fois. Ce n'est pas seulement du vol. C'est de la tromperie intentionnelle, de la fausse déclaration, de l'exploitation financière et de la manipulation psychologique. Vous avez bien fait de venir maintenant plutôt que plus tard. Elle a pris nos documents et a demandé chaque capture d'écran et enregistrement, y compris la confrontation sur le Porsche. Damien a tout remis sans hésitation. Les services de l'aide sociale à l'enfance doivent également s'impliquer, a-t-elle dit. C'est un vétéran handicapé. Cela se qualifie comme de l'exploitation à long terme. Damien s'est redressé. Bien. Qu'ils enquêtent. Elle a déposé le signalement le jour même. 2 jours plus tard, l'aide sociale a rappelé. Ils avaient ouvert une enquête officielle sur Marie et Thomas.
L'assistante sociale a dit que ce n'était pas la première fois qu'il voyait quelque chose comme ça, mais que 12 ans de mensonges rendaient l'affaire remarquable. En attendant leurs prochaines étapes, Maître Dubois a obtenu une réponse des pompes funèbres. Nous étions assis à la table du motel pendant que j'ouvrais le courriel. Ils ont confirmé n'avoir jamais géré la dépouille de Damien. Pas de cercueil, pas de crémation, pas d'enterrement, juste la location d'une salle commémorative de 2 heures payée par Marie. Donc, l'histoire du héros militaire n'a jamais été une formalité officielle ou une confusion. Elle a juste décidé qu'il était mort et a dit à tout le monde de traiter cela comme un fait. Damien s'est penché en arrière, la mâchoire crispée. Donc, elle a monté un spectacle, en gros. La série de dossiers suivante provenait de mon ancienne académie scolaire. Maître Dubois avait demandé mes dossiers de suivi psychologique, et elle a étalé les pages sur la table de son bureau lorsque nous nous sommes revus. Chaque note rendait plus clair jusqu'où Marie était allée. Elle avait exagéré mes problèmes de deuil, prétendu que je ne pouvais pas faire face, et insisté sur le fait que j'avais besoin de séances supplémentaires. Elle avait essentiellement mis en scène un problème émotionnel juste pour renforcer son faux rôle de mère veuve. Pendant ce temps, les dossiers de Léa la décrivaient comme brillante, adorée, épanouie. Pas de surprise là. Ce soir-là, alors que Damien et moi trions d'autres documents, il s'est soudainement immobilisé. Il s'est approché de la fenêtre et a légèrement écarté le rideau. Le camion de Thomas était garé de l'autre côté du parking. Pas de panique, pas de conclusion hâtive. J'ai sorti mon téléphone et composé le 17. Bonjour, ici Léo Martin. Il y a un homme qui surveille notre chambre de motel. Son nom est Thomas Bernard. Nous avons eu une confrontation plus tôt aujourd'hui et il est revenu. J'aimerais déposer une plainte et que des agents soient envoyés pour vérifier. L'opérateur a posé quelques questions. J'ai répondu à chacune calmement. Au moment où la police est arrivée, Thomas était déjà en train de partir. Les agents ont noté cela comme un harcèlement potentiel et nous ont dit de rappeler si cela se reproduisait. Damien n'a pas dit grand-chose après. Il s'est juste assis à la table et a recommencé à trier les papiers, plus lentement cette fois. Nous avons passé le reste de la nuit à constituer le dossier de preuve, date, capture d'écran, enregistrement, reçu, déclaration, note. Chaque mensonge avait une trace écrite, et nous les trouvions toutes. Au moment où nous avons terminé, le dossier était une véritable pile, pas seulement un tas de fichiers dispersés. Damien a tapoté la couverture une fois et a dit « C'est suffisant pour commencer à leur faire du mal ». J'ai hoché la tête. Et nous n'avons même pas encore fini. Il a esquissé un petit sourire approbateur, le genre qui disait que nous étions sur la bonne voie, et qu'il avait l'intention de mener cela jusqu'au bout. En moins d'une semaine, toutes les agences impliquées ont commencé à envoyer des mises à jour. C'était comme regarder différentes parties de la même machine s'emboîter, une étape silencieuse à la fois. L'enquêtrice de la banque, Agathe, a envoyé un courriel en premier. Elle avait examiné les dossiers de prestations de Damien sur les 12 dernières années. Le rapport montrait des dizaines de petits retraits de routine qui totalisaient des milliers d'euros au fil du temps. Aucun n'avait été autorisé par Damien. Puis, juste au moment de mon anniversaire, un virement massif a vidé ce qui restait sur le compte lié. Agathe a appelé pour confirmer la chronologie. Alors, ces transactions plus importantes, vous n'avez certainement rien à prouver. Damien n'a même pas hésité. J'étais hospitalisé. Je ne pouvais rien approuver. Elle a dit que cela correspondait à tout ce qu'elle voyait. Le schéma ressemblait à un siphonnage à long terme couronné par un retrait final en espèces. Elle a transmis le rapport à Maître Dubois et à l'aide sociale. Cela seul aurait suffi à inquiéter la plupart des gens, mais ce n'était que le début. Quelques jours plus tard, l'aide sociale a envoyé un document que Marie leur avait fourni, une soi-disant procuration. Elle avait l'air professionnelle à première vue, mais quiconque s'attendait à ce que Damien signe quelque chose comme ça ne l'avait clairement pas rencontré. Il y a jeté un coup d'œil et a ricané. Ce n'est pas mon écriture. Et cette date? J'étais sous sédatif la moitié de ce mois-là. Il a tourné à la 2e page. Ce sceau de notaire a expiré avant la signature de ce document. Bâclé. Il l'a rendu comme si c'était une contrefaçon bon marché sur laquelle il ne voulait pas perdre de temps. L'aide sociale l'a immédiatement noté. Ensuite, il y a eu le test ADN. L'aide sociale l'a demandé pour mettre fin à toute diversion du type « ce n'est pas vraiment le père » que Marie pourrait essayer plus tard. Les résultats sont arrivés dans une enveloppe scellée. Damien l'a ouverte à la table du motel,
a lu la moitié de la page et me l'a glissée. Paternité à 99,99%. Simple, net, final. Damien n'a pas souri ni montré d'émotion. Il a juste hoché la tête une fois. C'est fait. L'aide sociale a tout examiné et a envoyé un résumé écrit de leurs conclusions préliminaires. Ils ont énuméré des observations spécifiques, favoritisme constant envers Léa, négligence chronique envers Léo, manipulation émotionnelle utilisée pour l'isoler, exploitation financière d'un vétéran handicapé, preuve crédible de mise en scène de décès et de fausses déclarations. L'assistante sociale n'a rien édulcoré. Avec la quantité de documentation recueillie, l'aide sociale a placé l'affaire dans une catégorie de priorité plus élevée. À peu près au même moment, les dates d'audience ont commencé à arriver. La première audience était censée traiter du rapport de harcèlement au motel et accorder une protection temporaire jusqu'à la fin de l'enquête. Thomas ne s'est pas présenté. Le juge a attendu 5 minutes, a vérifié le rôle, puis nous a regardés. Le défendeur a été notifié ? Maître Dubois s'est levé. Oui, votre honneur. Signifié par courrier, et livraison confirmée. Le juge a fait une grimace comme s'il avait vu cela 100 fois. Nous noterons l'absence. Reporté pour une audience complète. Après, Maître Dubois nous a dit que manquer la première audience nuisait à Thomas plus qu'il ne le réalisait. Les juges n'aiment pas que l'on traite le tribunal comme une activité optionnelle. La deuxième audience a eu lieu une semaine plus tard. La salle d'audience était petite, presque exiguë, mais bondée de gens attendant leur affaire. Damien portait la même chemise à carreaux qu'il avait à l'hôpital, se tenant grand et stable à côté de moi. Il n'avait pas l'air nerveux, juste concentré. Marie s'est présentée avec un avocat. Thomas est venu aussi, se tenant derrière eux, faisant semblant de ne pas être nerveux. Il ne regardait pas Damien, pas une seule fois. Lorsque notre affaire a été appelée, Maître Dubois a tout exposé calmement, pas de drame, juste des faits, des dossiers et la vidéo de la confrontation sur le porche. Damien a parlé ensuite. Sa voix est restée égale. Mon fils et moi les avons confrontés pacifiquement après avoir découvert 12 ans de mensonges. Ils ont réagi en traquant le motel où ils séjournaient. Ils ont vidé des comptes que je n'ai jamais autorisés. Je ne savais pas que mon propre fils était envié en sécurité depuis plus d'une décennie. Je demande une protection pour qu'il ne nous dérange plus. Puis le juge m'a demandé si je voulais ajouter quelque chose. Je me suis avancé et j'ai fait simple. Je veux de la distance. Ils ont intensifié la situation dès qu'ils ont su que nous avions parlé à des avocats. Je ne suis pas intéressé par les disputes. Je veux juste qu'ils sortent de nos vies. Marie a chuchoté quelque chose à son avocat, voulant probablement qu'il s'oppose. Thomas n'a pas bougé. Le juge a regardé les preuves, a parcouru le résumé de l'aide sociale, puis a dit « Ordonnance restrictive accordée, 1 an. Aucun contact sauf par l'intermédiaire des représentants légaux. » Juste comme ça, les épaules de Marie sont tombées. Thomas a finalement levé les yeux, mais seulement pour lancer un regard noir. Leur avocat a essayé d'approcher Maître Dubois après, parlant vite de coopération et du besoin de plus de temps pour les documents. Elle a mis fin à la conversation. « Gagner du temps n'aidera pas vos clients », a-t-elle dit clairement. Dehors, au palais de justice, Damien se tenait les mains dans les poches, regardant Marie et Thomas se disputer à côté de leur voiture. Puis il s'est tourné vers moi, calme comme toujours. « Ce n'est que le début », a-t-il dit. Mais ils perdent du terrain. Il avait raison. Les courriels arrivaient sans arrêt, l'aide sociale demandant plus de vérifications, la banque approfondissant l'historique des prestations, Maître Dubois envoyant des dossiers mis à jour. Chaque système qu'ils pensaient protégerait leurs mensonges se retournait contre eux. Et pour la première fois, la vérité n'était pas seulement quelque chose que nous savions. C'était quelque chose que tout le monde pouvait voir aussi. Les choses ont finalement commencé à tourner en notre faveur lorsque l'assistant social de Damien, Richard, a appelé avec des nouvelles. « Vous avez été approuvé pour le programme d'aide au logement de l'ONAC », a-t-il dit. Droit au logement, gestion de cas, service de soutien, la totale. Damien a hoché la tête comme s'il s'attendait à ce résultat, pas comme quelqu'un qui a de la chance. Bien, a-t-il répondu. Mon fils et moi ne vivons plus avec nos affaires dans des sacs. En quelques jours, Antoine, le coordinateur du logement, a envoyé des listes par courriel. La plupart étaient trop loin des lignes de bus ou dans des quartiers difficiles, mais un appartement a attiré notre attention à tous les deux.
Un petit appartement d'une chambre, 2e étage, immeuble calme, à distance de marche d'une ligne de bus principale. Rien d'extraordinaire, mais propre et stable. Lorsque nous l'avons visité, Antoine a fait un geste dans le petit salon. Il répond aux normes, a-t-il dit. Si vous le voulez, je peux faire avancer les formalités rapidement. Damien n'a pas hésité. Nous le prenons. Nous avons emménagé avec seulement des sacs poubelles, 2 couvertures données et une boîte d'articles divers qu'Isabelle nous a aidés à rassembler. La première nuit, nous nous sommes assis par terre parce que nous n'avions pas encore de chaise. Damien a étendu ses jambes, a balayé la pièce du regard et a dit « C'est bien. Mieux que la moitié des endroits où j'ai vécu à l'étranger. » Plus tard, il s'est levé et m'a fait signe de le suivre dans la cuisine. « As-tu déjà mangé une poêlée de pommes de terre à la viande comme il se doit ?» a-t-il demandé. « J'en doute » ai-je répondu. Il a sorti des ingrédients bon marché que nous avions pris plus tôt, pommes de terre, oignons, viande hachée, et le sachet d'assaisonnement qui était en promotion. Il m'a montré comment il le préparait quand il était jeune. Tout coupé en petits morceaux, cuit lentement et mélangé jusqu'à ce que ce soit croustillant. Pas de discours, pas de conversation profonde, juste cuisiné comme s'il l'avait fait 1000 fois. Quand nous avons mangé, c'était simple et bon. Familier d'une manière qui, je ne m'en rendais pas compte, m'avait manqué. Le lendemain, Maître Dubois a envoyé un courriel disant que l'avocat de Marie et Thomas avait déposé une autre demande de report pour la restitution. La raison ? Cela aurait un impact négatif sur la stabilité et le bien-être émotionnel de Léa. Un classique. Maître Dubois l'a transmis avec un court message, leur favoritisme est maintenant documenté par leur propre avocat. Utile pour nous. Lors de l'audience suivante, la juge a pratiquement levé les yeux au ciel à cette excuse. Après avoir examiné l'enquête bancaire et les notes de l'aide sociale, elle a ordonné un gel des avoirs. Plus de virements, pas de compte caché, rien ne bougeait sans l'autorisation du tribunal. Marie avait l'air horrifiée. Thomas avait l'air de vouloir discuter, mais savait qu'il valait mieux ne pas le faire. La juge a ajouté, la restitution commence immédiatement. Vous commencerez les paiements dans les 30 jours. Une semaine plus tard, Maître Dubois a confirmé qu'ils avaient vendu une de leurs voitures. Ils détestaient ça. On pouvait le deviner au ton du courriel de leur avocat, mais l'argent avait déjà atteint le compte séquestre. Un pas en avant. Les choses ont empiré pour eux lorsque Thomas a violé l'ordonnance restrictive. C'est arrivé un mardi soir. Damien et moi rentrions de l'arrêt de bus avec des provisions quand un camion familier a roulé lentement dans la rue. Thomas s'est penché par la fenêtre, essayant d'avoir l'air décontracté. Damien a marmonné, il n'apprend jamais. Puis il a sorti son téléphone. Je n'ai même pas eu besoin de faire quoi que ce soit. Il a géré la situation avec le même ton calme qu'il utilisait avec les médecins. Ici Damien Martin. J'ai une ordonnance restrictive active. L'homme dans ce camion est le défendeur. La police est arrivée 15 minutes plus tard. Thomas a été menotté sur le trottoir pendant que les voisins regardaient. L'agent a demandé si je voulais faire une déclaration. Je l'ai gardée courte et factuelle. Damien n'a pas souri ni célébré, mais je pouvais dire qu'il trouvait toute cette affaire prévisible. 2 jours après l'arrestation de Thomas, j'ai reçu un message vocal d'un numéro inconnu. J'ai reconnu la petite voix immédiatement. Léo ? C'est Léa. Maman a dit que tu prenais tout et que c'est pour ça qu'elle est en colère, mais je ne comprends pas vraiment. Tu me manques juste parfois. Elle a terminé par un petit soupir. Je n'ai pas répondu. J'ai sauvegardé le message vocal dans le dossier de preuve. Cela ne m'a pas mis en colère, cela a juste confirmé ce que nous savions déjà. Marie l'utilisait pour monter une autre histoire. Plus tard dans la nuit, Damien était assis sur le canapé que nous venions enfin de recevoir. « Tu vas bien ?» a-t-il demandé. « Ouais » ai-je dit. Et c'était vrai. Je ne partais pas en vrille, je n'étais pas confus, je ne doutais pas de moi. Tout ce qui se passait était la preuve exacte de ce qu'ils avaient fait. Et maintenant, pour la première fois, nous étions dans un endroit où ils ne pouvaient pas nous atteindre. Quelques mois plus tard, l'appartement semblait de nouveau différent, moins comme un endroit où le système nous avait déposés, plus comme quelque chose que nous avions réellement construit. Il n'était toujours pas grand, une chambre, une petite cuisine, un salon étroit, mais c'était le nôtre. Personne ne criait dans le couloir. Pas de voiture tournant au ralenti dehors pour nous intimider. Pas de célébration forcée pour un demi-anniversaire.
Juste le silence. Un après-midi, Damien et moi étions assis sur le sol du salon avec des dossiers étalés devant nous. Maître Dubois avait envoyé une liste de contrôles par courriel, facture, échéance de l'ONAC, option de transport, date de rendez-vous. Damien ne me refilait pas la responsabilité. Il me tendait chaque papier un par un, vérifiant que je le comprenais avant de passer au suivant. Il ne me maternant pas, ne me surveillait pas. Il me traitait comme un partenaire. Nous avons établi un emploi du temps hebdomadaire ensemble. Une semaine plus tard, l'ONAC m'a officiellement nommé tuteur aux prestations de Damien. Cela signifiait que je gérais ses comptes de prestations, que je suivais chaque dépense et que je gardais tout documenté. Ça ne me dérangeait pas. J'ai ouvert un classeur et étiqueté chaque intercalaire. J'ai tenu des feuilles de calcul parce que c'était tout simplement logique. Damien m'a regardé taper pendant un moment, puis a dit, « Si j'avais su que tu étais devenu quelqu'un d'aussi stable, je me serais battu plus fort quand ils ont essayé de me couper de toi. » « Tu n'avais aucune information, ai-je répondu. On ne t'a pas donné une chance. Il a accepté cela sans apitoiement, ce que je respectais. Damien n'était pas un homme qui avait besoin d'être réconforté. Il voulait de la clarté et de l'action. Je me suis inscrit à l'IUT une fois l'exonération des frais approuvés. 2 cours en ligne, français et communication et introduction à la sociologie. Rien de compliqué. Maître Dubois a dit que maintenir ma charge de travail raisonnable semblerait responsable aux yeux des tribunaux et des agences, et Damien aimait l'idée que je n'essayais pas de m'épuiser. La conseillère d'orientation a appelé pour tout confirmer. Il vous faudra environ 8 heures par semaine par cours, a-t-elle dit. Gérable? Ouais, ai-je répondu. J'ai un emploi du temps. Damien a hoché la tête de l'autre côté de la pièce comme pour approuver la réponse. Après ce message vocal, nous avons établi une règle, plus de communication directe avec Marie, Thomas, ou toute personne liée à eux. Maître Dubois nous a dit de bloquer tous les numéros sauf ceux des avocats. Alors, nous avons tout bloqué, adresses électroniques, numéros de téléphone, famille élargie, même la ligne fixe que Marie avait réussi à dénicher et à partir de laquelle elle avait essayé d'appeler. La seule chose que nous n'avons pas bloquée était le canal officiel que leur avocat devait utiliser, mais ces messages allaient directement à Maître Dubois. Quoi qu'il en soit, si Marie envoyait quelque chose de dramatique, des messages sur le pauvre cœur de Léa qui était brisé ou sur Léo qui volait l'héritage familial, nous ne le voyions pas. Maître Dubois transmettait simplement ce qui était légalement nécessaire. L'aide sociale continuait d'envoyer des mises à jour tous les quelques jours. Ils ne parlaient pas en termes dramatiques. Ils utilisaient un langage gouvernemental simple et froid, exploitation financière étayée par des preuves, négligence et manipulation à long terme vérifiées, risque permanent posé par les défendeurs. Le rapport de police s'épaississait aussi. Entre la première apparition de Thomas au motel et sa violation de l'ordonnance restrictive, ils avaient assez pour le considérer comme une menace constante. Son arrestation a affaibli leur position exactement comme Maître Dubois l'avait prédit. Damien ne célébrait pas les mises à jour. Il lisait tout, posait des questions pratiques, puis passait à autre chose. Bien, disait-il. C'est une chose de plus de régler. Ces rendez-vous de traitement ont commencé à peu près à la même époque. Il n'était pas du genre fragile à avoir besoin qu'on lui tienne la main pour entrer dans une clinique. Il collaborait avec le médecin, posait des questions directes et insistait pour des plans simples. Personne dans ces pièces ne voyait un homme faible. Il voyait quelqu'un reconstruire sa vie sans excuse. Nous avons acquis des meubles lentement, un petit canapé d'un centre de dons, 2 chaises, une étagère en métal pour la cuisine, un tapis bon marché qui rendait le salon moins vide. Damien a insisté pour tout assembler lui-même. Même lorsque le tournevis glissait ou qu'il devait s'asseoir une minute, il finissait ce qu'il avait commencé. Un soir, des mois après notre emménagement, Damien est entré dans la cuisine et a demandé « Qu'est-ce que tu veux pour dîner ?» Peu importe, quelque chose de simple, ai-je répondu. Il a sorti les mêmes ingrédients que lors de notre première nuit ici, pommes de terre, oignons, viande hachée. Tu te souviens de ça, a-t-il demandé. C'était mon plat de prédilection avant de m'engager. Cette fois, il m'a tendu la poêle et est resté à côté de moi au lieu de prendre le relais. Il a corrigé mon timing, s'est plaint de mes compétences au couteau et a raconté de petites histoires sur la préparation de ce plat dans les cuisines de caserne pour des gars qui ne savaient pas se nourrir. Quand la nourriture a été prête, nous nous sommes assis à la petite table. Pas de télévision, pas de bruit, juste manger. C'était normal d'une manière que je n'avais jamais connue dans cette vieille maison,
et moins comme de la survie, plus comme une routine que nous avions réellement choisie. Après avoir fini, Damien a raclé son assiette et a dit, ils nous ont assez pris. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas triste, juste factuel. J'ai attrapé les bols et les ai rincés dans l'évier. C'est fini tout ça maintenant. Damien s'est levé et a regardé autour de l'appartement. Les étagères, le canapé, la seule chambre, les placards à moitié remplis de nos affaires. Rien d'extraordinaire, mais tout gagné honnêtement. Il s'est dirigé vers la porte d'entrée et a posé sa main sur le cadre pendant une seconde. Cet endroit est à nous, a-t-il dit. Ouais, ai-je répondu. Puis il a fermé la porte doucement. Pas de claquement dramatique, pas de discours, juste fermer la porte au passé pour que nous puissions avancer vers tout ce qui nous attendait de l'autre côté. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, cliquez sur ce bouton d'abonnement. Cela aide vraiment la chaîne et nous aide à vous apporter plus d'histoires et de meilleures histoires. Merci.